Je vous retrouve dans quelques instants pour Bouge la France avec au programme ce soir le G20, la diversité à la télévision, le salon de la photo, les prix Nobel, l'ultra-gauche et les fous assassins dans quelques minutes, juste après le journal de Saveria Rojek. A tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. À la veille du congrès de Reims, rien n'est joué au PS. Ce soir, Martine Aubry rejette les propositions de Ségolène Royal, mais elle appelle au rassemblement. Rassemblement, c'est aussi ce que souhaite Bertrand Delanoë. On l'écoute. Je ne rentre pas dans le congrès de Reims avec des a priori, mais je rentre avec des convictions. Et quand je dialogue avec Ségolène Royal, je prends ses convictions au sérieux. Nous avons discuté. Nous avons constaté que sur certains sujets, nous ne voyons pas les choses tout à fait de la même manière. Elle a pris la peine, et je l'en remercie, de m'adresser une longue lettre où elle répond à mes préoccupations. Donc, je lui réponds avec le même sérieux et avec la même détermination à faire avancer le débat, sans masquer nos différences, parce que si le temps d'un congrès, nous oublions nos convictions, que donnera ce congrès dans les 3 ans qui suivent ? Demain s'ouvrira donc le 75e congrès du PS. 2 congrès restent dans les mémoires. Celui du Rassemblement, incarné par François Mitterrand à Épinay en 1971, et celui de la discorde à Rennes en 90. Alors que va-t-il se passer à Reims? Explication Thomas Raguet. À quoi va donc ressembler le congrès de Reims, alors qu'aucun accord ne s'est encore dégagé entre les principaux signataires et que 2 fronts semblent se dessiner? Reims sera-t-il un congrès fondateur comme le fut celui d'Épinay? Épinay, ne l'oublions pas, a débouché l'année suivante sur le programme commun, sur une dynamique de l'union de la gauche qui a été formidable et qui a mis la gauche au pouvoir en 1981. À l'époque, François Mitterrand avait réussi le pari de réunir les 2 extrêmes du parti, Jean-Pierre Chevènement et Pierre Mauroy. François Mitterrand à Épinay a mené une bataille difficile et quand on l'interrogeait, il disait on ne va pas forcément gagner du premier coup. Il se trouve que de justesse, nous l'avons emporté avec lui. C'était une personnalité exceptionnelle, mais je pense que le courage de Ségolène Royal la met en position de faire ce rassemblement. Mais à l'heure des dernières tractations, les positions se durcissent et le parti semble s'éloigner du consensus. Le congrès de Reims pourrait bien ressembler à celui de Rennes en 1990, où aucune synthèse n'avait pu être faite. Ce que je crains aujourd'hui, c'est qu'il y ait la victoire de personne. On parle beaucoup de Ségolène Royal. Ségolène Royal, en effet, pourrait être élue par les militants après le congrès, premier secrétaire du Parti socialiste. Mais elle pourrait très bien être élue sans avoir de majorité politique pour l'appuyer à la tête du Parti socialiste. Ségolène Royal compte pour l'instant sur la base militante pour assurer son ascension. Ce 75e congrès dira si oui ou non elle souhaite aussi y associer les cadres du parti. Nicolas Sarkozy veut réformer l'hospitalisation psychiatrique. C'est la mission qu'il vient de confier au ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé. Après la mort d'un étudiant poignardé par un déséquilibré à Grenoble, le chef de l'État veut modifier le droit de l'hospitalisation psychiatrique. Donc, la réforme de l'hôpital va-t-elle voir le jour? Le projet de loi vient d'être repoussé à l'année prochaine. Un texte critiqué par les professionnels. Les médecins accusent le gouvernement de vouloir asphyxier l'hôpital. Anne-Louise de Rohan. Changer l'hôpital, mais pas le modèle hospitalier. La ministre de la Santé s'y engage depuis des mois. Seulement pour les parlementaires, il y a urgence. Pour beaucoup, il faut mieux organiser une administration trop archaïque et du coup trop coûteuse. On continue à perdre les dossiers, on continue à passer son temps à chercher des dossiers. Et si on ne retrouve pas le dossier, on refait des examens, on repasse des radios, et comme ça on dépense de l'argent. Pour moderniser l'hôpital, Roselyne Bachelot s'appuie sur le rapport de Gérard Larcher, un rapport qui préconise de redéfinir la répartition des hôpitaux. Les petits établissements doivent en fait travailler plus ensemble, avec notamment la création de communautés hospitalières. Un grand hôpital centraliserait alors la gestion des investissements et la répartition des médecins, mais l'opposition craint que cette mutualisation se fasse au détriment du personnel. Nous sommes très interrogatifs et en termes, par exemple, de suppression d'emplois, nous pensons que cette réforme va entraîner 22 000 suppressions d'emplois. Le texte arrivera en février 2009 devant les parlementaires. Tous espèrent que cette fois sera la bonne. Le sommet du G20 s'ouvre samedi à Washington. Pour George Bush, il faudra plusieurs réunions avant de parvenir à réformer le système financier. En France, un groupe de travail parlementaire préconise avant tout de supprimer les paradis fiscaux. Flora Sauvage.
À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Face à la crise financière mondiale, 12 députés et 12 sénateurs ont constitué un groupe de travail pour apporter des propositions de réforme du système financier. Je crois que c'est la première fois que se constitue un groupe paritaire, députés, sénateurs, sur une matière que le politique avait un peu abandonnée. Or, ce que révèle cette crise, c'est le retour du politique, le retour de l'État. On le voit bien. Pour rétablir la confiance, il faut que l'État s'engage. Dans leur document, députés et sénateurs de gauche comme de droite suggèrent de s'attaquer en priorité aux paradis bancaires, fiscaux et juridiques. Si on ne fait rien en amont sur les paradis fiscaux, on pourra faire toutes les règles qu'on veut, eh bien, ça ne servira pas à grand-chose. Le groupe de travail qui a rencontré le président de la République le 6 novembre a affirmé que Nicolas Sarkozy allait présenter un projet de loi de régulation financière au premier semestre 2009. Justice, 28 ans après les faits, l'auteur présumé de l'attentat de la rue Copernic a été arrêté au Canada. La bombe placée près de la synagogue de la rue Copernic, donc à Paris, avait fait 4 morts. La fin du monopole à la SNCF, des milliers de cheminots venus de toute l'Europe ont défilé aujourd'hui à Paris. Ils protestent contre la privatisation du secteur voulue par Bruxelles. Je vous propose d'écouter Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT. Il y a un message commun à tous les syndicats de cheminots d'Europe aujourd'hui. Arrêter la déréglementation, la mise en concurrence, la gestion privée des réseaux. Ça va au détriment de l'intérêt général, à la fois pour le service public de voyageurs et l'enjeu que représente le volume de marchandises transportées sur le rail. En 2010, le rail français devra donc s'ouvrir à la concurrence. Un rapport sénatorial préconise d'anticiper cette ouverture en privatisant certaines lignes TER. Reportage Nicolas Béard. La révolution ferroviaire est en marche, et particulièrement en région. Depuis 2002, les conseils régionaux organisent et financent les TER, les trains express régionaux. Mais ils restent exclusivement exploités par la SNCF. Dès 2010, libéralisation des transports oblige, les régions pourront faire jouer la concurrence et peut-être faire des économies. Elles investissent dans l'infrastructure ferroviaire, c'est-à-dire sur les rails. Elles investissent dans le matériel. Elles investissent dans le fonctionnement des trains TER. Elles investissent certaines aussi dans les TGV, pour financer les TGV. Ça fait que, sur le plan ferroviaire, les régions, elles ont un poids énorme. En Allemagne, les transports régionaux sont libéralisés depuis plus de 5 ans. Cela s'est traduit par une baisse de 20% des coûts d'exploitation pour les régions et par des billets moins chers pour les voyageurs. Pour autant, l'option ne séduit pas tout le monde. Perdre ses interlocuteurs pour retrouver des interlocuteurs pas forcément aussi attachés au service public, honnêtement, ça sera une révolution et pour le moment, je fais tout ce que je peux pour que nous continuions à garantir le meilleur service public possible. Beaucoup de questions restent en suspens, comme le sort des cheminots dans des régions qui choisiraient un autre opérateur. Pour le moment, la SNCF temporise. La plupart des conventions passées avec les régions n'arriveront à échéance que dans plusieurs années. L'actualité sociale et cette grosse pagaille en vue dans les airs. Les pilotes d'Air France seront en grève à partir de ce soir minuit et pour 4 jours. Ils refusent l'allongement de leur durée d'activité à 65 ans. Et si vous prenez l'avion ce week-end, comptez un vol sur 2. Le prix Goncourt 2008 s'oppose au charter d'Afghans. L'écrivain Atik Raimi, lui-même d'origine afghane, lance un appel en faveur d'une 50aine de ses compatriotes placés en centre de rétention. Les renvoyer dans leur pays, c'est les condamner à un avenir incertain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Bouge la France, présenté par Pierre Sled. Bienvenue dans Bouge la France et son kaléidoscope de débat et d'information. Ce soir, la diversité à la télé, la photo qui prend la pause, le réveil de l'ultra-gauche et les suites du drame de Grenoble. Mais l'actualité, c'est aussi la crise qui n'en finit pas. Dimanche, ils seront 20 chefs d'État réunis à Washington pour tenter de trouver une issue aux troubles de la planète. Un sacré défi que nous détaille Jean-Louis Gombault sur le plateau de Bouge la France.
Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. Avant de commencer, je regarde le Dow Jones qui finit, alors plus 7,03 et le Nasdaq plus 5,95. C'est vrai qu'il fallait bien compenser avec ce qui s'était pris depuis quelques jours. En tout cas, les 20 puissances économiques mondiales se retrouvent ce week-end à Washington. C'est la fameuse proposition de Nicolas Sarkozy, acceptée par les Américains, pour examiner en fait des solutions face à la crise financière. Alors sur la table, avant que ça commence, il y a les prévisions de l'OCDE qu'on a connues aujourd'hui sur l'année 2009, qui donc confirment les prévisions de récession. Finalement, cette réunion du G20, ça va être une réunion sur les finances ou sur l'économie? Initialement, parce que rappelez-vous, lorsque Nicolas Sarkozy avait lancé cette proposition, c'était essentiellement financier, on était en pleine tourmente bancaire. Et là, depuis, au départ, ça démarre avec l'immobilier, ça continue sur la finance, quand la proposition de Nicolas Sarkozy arrive sur la table, et maintenant, évidemment, ça va sur l'économie. Et c'est, pour la première fois, chiffré. C'est-à-dire que l'OCDE nous dit, en 2009, les 30 pays membres de l'OCDE, les 30 principales économies du monde, ce sera moins 0,3% de croissance. Donc première fois de croissance négative. Et les États-Unis seront à moins 1%, l'Europe sera à moins 0,5%, le Japon moins 0,1%. Et d'ores et déjà, aujourd'hui, l'Allemagne s'est déclarée officiellement en récession. Et demain, à 8h45 peut-être, Madame Lagarde annoncera sans doute que la France, pour la première fois, se retrouve en récession. Donc, on arrive sur un terrain qui, essentiellement au départ, était purement financier, et maintenant arrive sur une question purement économique. Et donc ça, c'était quand même pas prévu au programme. D'autant plus que quand même, depuis plusieurs semaines, si vous regardez l'ensemble de ce qui a été fait par les pays membres du G20, ils ont mis en caution 3 000 milliards au total sur la table pour refouler la crise bancaire, et en tout et pour tout, on est déjà à 850 milliards de dollars pour essayer de réanimer l'économie. La plupart des pays, pas la France, ont mis de l'argent sur la table pour réanimer leur économie. Donc on se demande, d'abord, est-ce que c'est bien le sujet ? Ouais. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Oui, surtout l'autre question, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'en un week-end, on arrive à trouver des solutions? Alors, justement, quand on regarde, comme on dit maintenant en français anglais, l'agenda, on s'aperçoit qu'il y a une liste considérable. On va discuter du contrôle des banques, de la surveillance bancaire, de la régulation, de la transparence, des paradis fiscaux. Enfin bon, c'est absolument considérable. Et faire tout ça en 48 heures chrono, ça paraît assez quand même gigantesque, d'autant plus que, je vous dis, en même temps, arrivent les questions économiques. Si on prend l'expérience ancienne, en 1933, ils se réunissent, ils étaient 60 à l'époque, parce qu'il y avait la crise de 29, et ils se réunissent à Londres, et ils essaient de trouver une solution. La rencontre a duré 2 mois. Elle a duré 2 mois, mai-juin 1933 à Londres. Et au final, d'ailleurs, ils n'ont pas trouvé de solution. Est-ce que ça ne va pas se terminer comme à chaque fois qu'il y a une réunion avec des Américains et le reste du monde, entre guillemets, c'est-à-dire que finalement, ce sont les Américains qui imposent leur vue, et puis on trouve des arrangements, mais finalement, c'est eux qui décident, quoi. Alors, je crois que la grande originalité de la situation actuelle, c'est que le monde n'a plus de leadership. C'est-à-dire que les Américains, pour la première fois, sont peut-être plus un problème qu'une solution. Oui, et puis il y a un deuxième paramètre, si je puis me permettre, c'est que nous, les Européens, finalement, c'est un peu nous qui avons donné le là aux solutions qu'il fallait mettre en œuvre. Exactement. Et vous avez remarqué que hier, M. Paulson a viré complètement kazakh sur son propre plan, le plan Paulson. Vous savez que le plan Paulson, initialement, et 700 milliards de dollars, consistait à racheter les actifs pourris des banques. Or, hier, il a déclaré non, on va plus faire ça du tout, on va prendre des participations dans les banques. C'est-à-dire exactement la solution qu'en fin de compte, qu'avait mis en musique M. Sarkozy, mais qu'avait monté et imaginé Gordon Brown. Donc, effectivement, c'est un bon exemple. Il y a là quelque chose qui n'est quelque part pas normal du tout. Rappelez-vous, on fait beaucoup référence à Bretton Woods. Mais Bretton Woods, c'était quoi? C'était le Japon détruit, l'Allemagne détruite, l'Angleterre complètement affaiblie, la France absente, les États-Unis seuls au monde, et on dit voilà, on va faire comme ça. Et tout le monde dit on va faire comme ça. Ils sont mis d'accord avec eux-mêmes. Ils sont mis d'accord avec eux-mêmes, ils ont mis tout le monde d'accord avec les Américains. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. Donc de deux choses l'une. Soit, effectivement, n'ayant plus de leadership, il va rien sortir du tout. Soit, au contraire, les Américains ayant devant ravaler un peu leur morgue habituelle de superpuissance qui ne se trompe jamais, on va pouvoir dégager quelque chose de consensuel. Très bien, merci beaucoup. On va regarder ça ce week-end, le G20, donc à Washington. On va parler maintenant de la télé. Comment fait-on pour y mettre de la couleur?
Nous sommes tous photographes et des révolutionnaires du numérique. La folie photo à suivre dans quelques minutes, mais tout de suite, cette télévision de demain qui va passer à la couleur. Le CSA n'est pas content de la place laissée aux minorités sur le petit écran. Invité de Pierre Sled, Alain Méhard, il est vice-président de l'Observatoire de la diversité dans les médias. Bonsoir Alain. Bonsoir Pierre Sled. Alors votre rapport, il est sévère, hein, je lis, la place accordée aux minorités et aux diversités à la télévision est inacceptable, intolérable selon donc ce rapport. Alors vous donnez des chiffres, mais c'est un problème qui existe depuis toujours. Vous voulez dire qu'on ne progresse pas en fait? Non seulement on ne progresse pas, mais j'ai même l'impression qu'à force de stagner, on régresse. En 9 ans, la perception de la diversité sur les écrans de la télévision française a augmenté d'1 point, alors que le paysage audiovisuel s'est sérieusement élargi grâce au numérique. Donc c'est effectivement un constat accablant. Accablant en soi, en tant que tel, par ces chiffres, mais également accablant lorsque l'on constate l'effet Obama, dans lequel la télévision a joué un grand rôle. Mais c'est pas justement l'effet l'Obamania qui vous fait justement réagir comme ça? Non, parce que le CSA réagit depuis 2007 avec l'arrivée de Michel Boyon, de Rachid Arab, qui préside l'Observatoire, et de votre serviteur. Et dès janvier, la fin de janvier 2007, on a créé un groupe de travail sur la diversité, et en juillet, cet Observatoire de la diversité qui comporte 12 personnes d'origine très diverses. Et nous avons décidé de lancer une étude pour voir ce qui s'était passé depuis 1999, date de l'étude précédente qui avait été diligentée par Hervé Bourges. Donc en 9 ans, la situation n'a pas évolué, alors que la situation, je vous renvoie aux émeutes urbaines de fin 2005, à la loi de 30 mars 2006, exactement, ça a donné naissance à la loi de 2006, qui confie au CSA le soin de veiller à préserver la diversité, à refléter la diversité de la société française sur les écrans, et qui est chargé de participer, de contribuer à des actions de lutte contre la discrimination. Donc on a un titre de compétence légale, et on n'a pas attendu l'effet Obama, pardonnez-moi. Oui, non, c'est sûr qu'en 15 jours, vous n'auriez pas eu le temps. Pour l'utiliser exactement, et il y a un an, qui pouvait prévoir la victoire de Barack Obama? Absolument. Mais alors, vous mettez quoi dans la diversité? Parce que vous dites, ça représente les minorités qui constituent la France. Cette première étude ne porte que sur la diversité ethnique. Et nous ne pouvons pas utiliser des chiffres précis de référence, puisque vous le savez, les statistiques ethniques sont interdites en France. Donc il s'agit des personnes perçues, ressenties par le public comme non blanches. Pour appeler un chat, si j'ose dire. Parce qu'on est tous des enfants de la diversité. Moi j'ai un père polonais, un grand-père italien, j'en fais partie. Et moi je suis breton, donc j'en fais partie. Et je pense que la diversité est une richesse. Ce que nous voulons dire par cette étude, c'est qu'il est grand temps que les chaînes, toutes les chaînes comprises, on ne jette l'opprobre sur aucune d'entre elles. Ce sont des chiffres globaux. Il faut que les chaînes prennent conscience de la nécessité d'être plus diverses, c'est une richesse, et je pense, et nous sommes tous persuadés au CSA, que la reconnaissance de la diversité et son reflet à la télévision est peut-être un facteur d'apaisement et de reconnaissance de la société. N'oubliez pas que la société française est aussi diverse par son passé que la société américaine actuelle. Oui, mais le reflet par rapport à quoi? C'est ça, vous venez de souligner, et vous avez raison, qu'il n'y a pas de statistiques officielles, c'est interdit. Le reflet... On met quoi? C'est quoi le reflet de ce qui est perçu, ressenti comme non blanc. C'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. Et ces personnes ressenties comme non blanches, former un contingent de 15%. Alors l'étude, ça a été simple, c'était une semaine ordinaire dans la vie de télévision, 16 chaînes de la TNT, pas Public Sénat ni LCPAN parce qu'elle ne relève pas du CSA, pas Arte parce qu'elle est le produit et le fruit d'un traité. Pendant une semaine, une équipe de sociologues a examiné les 16 chaînes, 24 heures sur 24, et a identifié 45 000 personnes. Sur ces 45 000 personnes, par les gens qui se livraient à cette étude, 14-15% simplement ont été perçus comme non blanches. C'est-à-dire un progrès de 1% en 9 ans. C'est vraiment trop peu. Oui, c'est effectivement trop peu. Alors, vous êtes basé non pas seulement sur les présentateurs et présentatrices, mais aussi, j'ai découvert, sur ce qu'on voyait en général dans les sujets des 20 heures, dans les sujets, dans les séries également. Mais est-ce que vous croyez que c'est intentionnel quand un journaliste fait un sujet, eh bien, volontairement ou inconsciemment ou sciemment, il ne reflète pas la France? Non, je ne crois pas que ce soit quelque chose dû à quoi qui est fait sciemment. Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup
beaucoup d'inconscients. Et puis on met un peu tout dans cette mesure pour les chaînes, dont je ne fais pas le procès. On y met les jeux, on y met les animateurs, on y met le sport, on y met la musique, on y met mais si on filme le sport, là, il n'y a pas... On y met les JT. Certains même considèrent qu'un reportage dans le cadre d'un JT sur un pays étranger participe de la diversité. Ce qui nous intéresse, c'est le reflet de la diversité de la société française. Il faut savoir, Pierre, qu'une série américaine montre 20% de personnes diverses non blanches, alors qu'une série française, une fiction française, n'en montre que 11%. Les États-Unis, au fil des ans, à partir des années 60 et de l'affirmative action, comme on disait là-bas... Oui, ils ont imposé dans les séries ce qu'on appelait le noir de service, c'est-à-dire il y avait au moins un des héros, un des personnages principaux qui était... Je ne dirais pas le noir de service, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a aussi des emplois gratifiants. N'oubliez pas que 24 heures chrono a inventé le président Palmer, qui a précédé Barack Obama comme président. C'est l'enfant de ces héros-là. La fiction a dépassé et précédé la réalité, qui a concrétisé la fiction. La télévision a un rôle énorme dans notre imaginaire collectif. Alors vous allez me dire effectivement, mais vous allez aboutir à une télévision qui ne sera pas le reflet réel de la société française. Je pense que vous auriez raison de dire cela, mais je crois que si la télévision, les télévisions deviennent le reflet de la diversité, les minorités vont se sentir reconnues et vont se sentir appartenant, et c'est normal, à la société française, et je crois que c'est un facteur de paix sociale et de développement de déclencheur des richesses. Pensez à Talent des Cités, cette opération qui a eu lieu ici samedi dernier. Les cités sont pleines de richesses. Et le problème n'est pas l'affrontement, mais de vivre ensemble dans la concorde. Donc il faut mettre des quotas. Alors le quota, le républicain que je suis n'y est pas spontanément favorable. Mais je pense, sans employer de grands mots, que lorsqu'une société n'accouche pas d'elle-même d'évolution souhaitable pour son devenir, eh ben il faut, pour franchir un stade, parfois se résoudre à mettre des forceps constitutionnels. Regardez, c'est ce que l'on s'est résolu à faire pour aboutir à une égalité, tendre vers l'égalité entre les hommes et les femmes devant les mandats électoraux et les fonctions électives. Et nous sommes loin du compte. Il a fallu réformer la Constitution pour aboutir à ce que la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux. Je crois que parfois, il faut se résoudre. Une conception trop républicaine, pure et dure de la société, je pense, se retourne contre elle-même. Parce qu'au nom de non, pas de quota, etc., on n'évoluera pas. Il faut que notre société se réconcilie avec elle-même et qu'elle franchisse un pas pour le bien de tous. Ça, j'en suis intimement convaincu. Mais vous savez que sur la question des quotas, d'une manière générale, pas seulement en télévision, mais d'une manière générale, les avis sont très partagés. Et en France, c'est un sujet qui fâche, entre guillemets. Je le sais, mais je pense que les esprits évoluent et je vois que l'accueil reçu par ce rapport, qui interpelle au bon sens du terme, témoigne de cette évolution. Sans aller jusque-là, dans l'immédiat, que va faire le CSA? Il ne va pas faire un autre rapport, il va tout de suite passer à l'action. Il va élaborer un plan d'action. Alors c'est ça que j'allais vous demander. Qu'est-ce que fait le CSA? À quoi sert? À part constater? C'est très simple. On a constaté parce qu'il fallait une photo de départ. On ne peut pas partir de rien du tout. On a vu que rien n'avait bougé en 9 ans. Donc on va essayer de faire bouger les choses. Comment? Sans imposer quelque chose de l'extérieur, il faut que ça vienne de l'intérieur des chaînes. Donc, dans les jours qui viennent, nous allons réunir les chaînes, une par une, dans le cadre d'un dialogue citoyen, établir avec elles une sorte de parcours individualisé. Oui, voilà où Jacques Chirac l'avait fait, juste après les émeutes de 2005, ça s'était moyennement passé d'ailleurs. Et vous dites que rien n'a évolué depuis. Il a été non, depuis plus longtemps, depuis 99. Oui. Donc ce que nous allons faire, c'est les recevoir l'une après l'une, leur dire voilà, vous en êtes là, sur tel genre c'est pas mal, le sport, la musique, la fiction française est en retard, donc nous allons fixer avec elles des engagements fermes et précis, non chiffrés pour l'instant, et une par une. En mettant rien sur la table publique, pour l'instant, vous avez vu, sont des chiffres globaux. On ne jette pas l'opprobre sur une ou l'autre chaîne. Et là, on va leur dire, il y a 3 domaines. C'est plus vrai que d'autres, j'imagine. C'est vrai. Et là, on va leur dire, vous allez agir dans 3 domaines privilégiés parce que on peut y constater, si vous le faites, des résultats à court terme ou à court moyen terme. Lesquels? Les journaux télévisés, il faudra qu'il y ait un meilleur reflet de la diversité de la société française dans les sujets qui traitent de l'actualité française. Oui, quand vous dites les journaux télévisés, c'est plus le contenu, pas seulement qu'on mette un Harry Roselmack ou une Audrey Pulvar, voilà, etc. Il faut le faire aussi, ça a été fait. Mais donc, ils existent déjà, eux. Les JT, les émissions de jeux.
où il faut à la fois que la diversité s'exprime dans les animateurs et dans le public qui assiste aux émissions. C'est facile à faire, ça se décrète demain matin dans chaque chaîne. Alors donc et vous avez regardé, scruté toutes Pierre, les émissions de jeu, vous avez regardé qui est dans le public et s'il y a assez Troisième piste d'action, c'est la fiction française, parce qu'elle est très en retard par rapport à la fiction américaine, et la fiction française, c'est un élément fondamental de la formation, sans employer de grands mots, de l'inconscient collectif français. Voilà, on va leur dire, faites des progrès dans ces 3 directions. On va les laisser faire. Ensuite, nous allons nous doter d'un baromètre, c'est-à-dire d'un suivi régulier, et non pas d'un rapport sporadique de temps en temps, mais d'un suivi régulier. Avec l'évolution de chaque chaîne? Voilà, et là, ça sera public. Ça sera plus des chiffres globaux, ça sera chaîne par chaîne, 2 fois par an. Et comme le suggère un député, en l'occurrence Frédéric Lefebvre, il faudrait qu'on ait un rapport spécifique chaque année du CSA sur la diversité. On a un rapport annuel global dans lequel il y a déjà une partie consacrée à la diversité, mais là il faut un rapport spécifique. Si les chaînes ne respectent pas les engagements, top n'en perd pas. Eh bien, là, il faudra peut-être passer à la vitesse supérieure. C'est quoi la vitesse supérieure? Et là, c'est fixer des objectifs chiffrés. Et là, se poser la question que vous avez soulevée tout à l'heure, Pierre Sled, s'interroger sur une éventuelle modification de la Constitution pour aboutir peut-être à une discrimination plus positive, pour mettre ces forces. Donc pas de sanctions en perspective? Pour l'instant, non. C'est la carte de la confiance. Le sursaut doit venir de chacun, d'une démarche citoyenne. Il ne s'agit pas d'imposer de l'extérieur une contrainte. Il faut que cela vienne de l'intérieur de chacune des chaînes. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bon courage pour cette mission. Merci beaucoup Alain Méhard. On va parler de photos maintenant. Photos en noir et blanc et en couleur, bien sûr. Et bientôt Dominique Leglu et sa chronique scientifique, une science qui a révolutionné l'univers de la photographie avec l'irruption du numérique. C'est le salon de la photo à Paris. Jean-Pierre Bourgeois en est le commissaire général de ce salon. Édouard Genestar édite un nouveau magazine photo, Polka. Décidément, vive la photo aujourd'hui sur Public Sénat. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors le salon de la photo a commencé aujourd'hui. Polka, lui, existe depuis ce 3e numéro, c'est ça hein? Voilà, exactement. Oui. Voilà, et on va en parler bien sûr. Est-ce que la crise, on a parlé de la crise, on en parle tout le temps dans cette émission, vous l'avez vu. Est-ce que la crise touche le monde de la photo? Pas vraiment. Non. Pas vraiment, et il faut attendre encore les fêtes de fin d'année parce que c'est une grosse période pour l'achat d'appareils photo. Mais apparemment non. Et au niveau des visiteurs du salon, bon, je sais que ça a commencé aujourd'hui, donc on ne peut pas vraiment dire grand-chose. Mais plus 15% sur l'année dernière le premier jour, donc c'est plutôt prometteur, voilà. Voilà. Et sur les lecteurs, sur les gens qui s'intéressent, est-ce qu'il y a toujours un cheptel qui se renouvelle? Écoutez, apparemment oui, c'est le 3e numéro de Polka et on a triplé le tirage puisque les numéros précédents étaient plus des tests, mais là c'est un vrai lancement. Et on pourrait se dire pourquoi lancer un magazine en une période de crise? C'est justement parce qu'on pense que c'est le moment où les gens ont besoin d'avoir des belles choses, de respirer, de lire des belles histoires, de voir des belles images. Ouais. Alors donc faut expliquer ce que c'est. C'est un magazine donc de journalisme, de photojournalisme. C'est une entreprise, on va dire quasiment familiale. Hein. C'est votre père qui l'a créé, Alain Genestar, et votre sœur est directrice éditoriale. Alors. Est-ce que c'est ce type de photo en ce moment qui intéresse les gens? Parce que c'est vrai qu'on est de plein pied avec l'actualité, donc on veut le retrouver dans les photos. Disons que le photojournalisme, c'est très large. C'est-à-dire que on pourrait dire que une grande partie des photographies qui sont prises dans le monde sont prises par des photoreporters, des photographies professionnelles, j'entends. Puisqu'après, il y a la publicité, et puis il y a la photographie peut-être plus conceptuelle. Donc c'est très large, on peut toucher à tous les sujets et donc comme dans un média, c'est-à-dire on trouve absolument toutes les rubriques, hein, que ce soit les sujets d'évasion à travers l'Amérique profonde. Oui, on le voit, on parlait de la diversité, là on la voit. Voilà. Mais ça peut être aussi des sujets sociaux. C'est Stanley Green qui va voir l'après-Katrina. Ça peut être la découverte du peuple rome. C'est Joachim Eskilsson qui nous emmène de l'Inde à travers l'Europe de l'Est jusqu'en France et l'Espagne. Est-ce qu'il y a de la place pour cet ensemble de magazines photos parce que bon, vous arrivez, mais il y en a déjà d'autres.
sans parler seulement de photos. Oui. Donc j'imagine que le créneau c'est pas facile de s'imposer. Non, surtout qu'en France il y a déjà près de 2000 titres magazines. Ouais. Donc voilà. On vous a pas attendu. Hein. Bon. Non, je dirais quand un kiosquier voit débarquer un nouveau titre, voilà, il se dit c'est un de plus sur la pile. Et donc c'est très difficile d'exister. Mais le constat de Polka, c'était simplement de se dire, voilà, il y a un grand changement en ce moment général, mais dans la photographie aussi. Le métier de photographe évolue et la manière aussi de consommer les images évolue. Est-ce que justement les visiteurs du salon, vous retrouvez ce que dit Édouard Genestar, c'est-à-dire que ceux qui viennent voir ce salon évoluent aussi? Oui, en fait, il y a une grande révolution en ce moment dans la photo à cause du numérique. Bah oui. Une révolution qui commence à se calmer, mais au salon de la photo, le salon de la photo, c'est un rendez-vous. Donc c'est un rendez-vous entre qui et qui, c'est un rendez-vous entre des marques, évidemment, les gens viennent voir des appareils photo, mais c'est un rendez-vous aussi avec des photographes. C'est en ce sens qu'on rejoint le travail que fait Édouard Genestar. Par exemple, aujourd'hui, au Salon de la Photo, on pouvait rencontrer un Peter Knapp, qui n'est pas n'importe qui, ou Sipa Yoglu, qui était le fondateur de l'agence Sipa. Et puis demain, je peux déjà vous dire qu'il y a 2 grands rendez-vous, des rencontres avec... Donc, rencontres avec des photographes, on peut voir des photos, bien sûr, des expositions, on voit les dernières nouveautés de tous les appareils qui existent au monde quasiment. Est-ce qu'on peut acheter des photos? On peut acheter des photos, non, c'est pas vraiment le lieu. On achète essentiellement des appareils. D'accord. Je voudrais quand même dire, parce que je suis très content d'accueillir demain 2 personnages de la photo. Un qui est Raymond Depardon et un autre dans le courant de l'après-midi qui est Karl Lagerfeld, qui est un vrai grand photographe à part entière. Donc le salon, c'est ça, c'est un lieu de rencontre. On s'équipe évidemment, mais ce qui est très intéressant, c'est l'évolution. On n'aura pas le temps d'en parler, des comportements des Français à l'égard de l'appareil photographique et de la photo. Pourquoi? Parce que j'ai vu que l'appareil, le réflexe, celui qui est en pointe encore, qui est très vendu, ça marche, mais en revanche tout le reste, ça stagne un peu, voire ça régresse des ventes. Le gros des ventes cette année. Depuis 9 mois, il s'est vendu 3 millions d'appareils photo nouveaux, numériques en France. Sur ces 3 millions, il y en a 2 600 000 qui sont les compacts, c'est-à-dire quelque chose qui va de 150 à 300 euros. Et puis ça, c'est un marché qui est en train de se stabiliser, parce que à force de s'équiper... C'est comme les mobiles, quand on en a un, on le garde un petit peu quand même. Et puis alors, ce qui est la nouveauté, c'est le réflexe. Qui passait dans le passé pour être l'appareil du photographe professionnel et qui maintenant est d'utilisation beaucoup plus facile. C'est pas donné? Non, les prix baissent beaucoup. Un réflexe, ça va de 450 à 1000 euros. Alors évidemment, vous avez des appareils professionnels, mais de 450 à 1000 euros, vous avez un appareil qui peut faire 21 millions de pixels. Il y a des appareils maintenant qui, avec la technologie moderne, on arrive à faire des appareils très légers. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de photographes, amateurs ou professionnels, qui préfèrent avoir un petit peu du lourd dans les mains. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, c'est le rendu des choses. Avec un réflexe, vous avez une profondeur de champ, vous avez le rendu des couleurs. Et puis, malgré tout, les choses s'allègent en poids. C'est vraiment très nouveau de constater le fait qu'un public va vers cette utilisation un peu plus raffinée de la photo. Vos lecteurs, Édouard Genestar, vos lecteurs sont plutôt des jeunes? Je dirais qu'il y a tous les âges, c'est très varié. Au départ, on a visé un public vraiment amateur de photos, photos d'art, puisqu'on a voulu lancer un journal différent justement de ce qui existait, et donc c'était de créer quelque chose de très haut de gamme. Donc c'est un très beau papier, c'est un beau support, disons, avec une belle. Oui, c'est vrai. Voilà, on essaye en tout cas de présenter avec au mieux les photos laquées, presque. Et finalement, on s'aperçoit donc un canard laqué finalement. Oui, on peut dire, donc agréable à lire. Et on s'aperçoit finalement que tout ce qui est beau plaît à tout le monde. Et donc les jeunes, bien sûr, aiment la photo et donc vont trouver des choses qui les intéressent, mais c'est universel. En fait, ma question, elle était relative aussi à Internet, parce que c'est vrai que maintenant tout va très vite sur Internet. On a des photos le jour même de partout dans le monde. Est-ce que ça ne vous fait pas une concurrence quand même assez costaud? Non, au contraire, Polka est né de l'Internet. C'est cette diversité d'images. Aujourd'hui, les gens ont une surabondance d'images, vidéos, photos,
même de texte. Et aujourd'hui, il y a un besoin de trier ces informations. Et le rôle de Polka et de la presse, c'est d'apporter aux gens un choix parmi cette offre. Et surtout de leur montrer ce qui est considéré comme des gens référents, des grands photographes qui ont une histoire, ont une intention. Et ces gens-là ne doivent pas être noyés justement dans le flux d'informations. Il faut les mettre en avant parce que ce sont des guides. Et à Polka, on a fait le choix d'aller voir les grands maîtres, qui sont Elliot Erwitt dans cette édition, mais qui était aussi Marc Ribou dans l'édition précédente, ou Sebastião Salgado, ou Gérard Rancinan, là, qui expose actuellement au Palais de Tokyo. Voilà, ces grands maîtres de la photographie actuelle ont des choses à dire et peuvent guider des jeunes photographes ou des gens qui ont besoin de trouver une inspiration. Oui, des amateurs. Alors justement, les amateurs, là vous parlez des professionnels, mais des amateurs, il y en a de plus en plus, j'imagine, parce que maintenant tout le monde a un appareil à portée de main, en général avec le portable. Vous le sentez, ça? Oui, oui. Je vais d'ailleurs rebondir sur ce que vous avez dit à propos d'Internet et du numérique. Finalement, on est en plein numérique et on a l'impression que l'avenir du numérique, c'est le papier. Alors, il n'y a pas le cas qui est là, mais on redécouvre les vertus de l'impression papier. Ce qui se passe, par exemple, à l'heure actuelle, c'est le développement fantastique des albums photos imprimés. Et en particulier, on a pu constater dans des études qui ont été faites par Ipsos que les femmes, souvent mères de famille, sont celles qui vont garder finalement la mémoire. Et alors qu'on pensait que, et il est vrai d'ailleurs que la plupart des gens qui font des photos numériques maintenant ont entassé des millions et des milliards de photos sur des disques durs, mais ça c'est un phénomène plutôt masculin. Et les femmes sont en train d'investir la photo et elles reviennent vers l'impression, alors avec des techniques totalement nouvelles. La boîte à carton. Non, parce que maintenant en fait vous faites sur Internet ou chez des commerçants, vous composez votre propre livre imprimé de photos. Et c'est un retour au papier en fait. Alors qu'on pensait qu'il allait mourir, que la photo papier allait mourir. Aujourd'hui, avec les appareils modernes que l'on voit, ça devient quand même difficile de rater des photos, mais disons que ça rend plus accessible la photo. Oui, tout à fait. Alors, déjà, avant, je me souviens, il fallait faire des réglages, il fallait se mettre dans des positions avec il fallait être mathématicien pour faire des photos. Sur un simple compact, vous avez maintenant des choses, stabilisateur d'image, ça repère un sourire. Alors l'appareil va chercher le sourire quand vous faites un portrait, mais même sur les réflexes, il n'y a plus besoin d'être un professionnel. Alors, ce qui fera toujours une bonne photo, c'est un bon photographe. Mais cela dit, sur le plan technique, sur le plan mécanique, aujourd'hui, vous avez des réflexes qui sont pré-réglés pour certaines circonstances, et par conséquent, effectivement, il y a une accession à la pratique photographique. Et c'est d'ailleurs assez amusant de voir qu'il y a deux tranches d'âge qui se rejoignent, les jeunes et les seniors, parce que les seniors ont du temps, ils font des voyages, et ils commencent à se servir d'un ordinateur aussi. Et donc ils sont les grands acquéreurs des réflexes aujourd'hui. Et les jeunes, on donne finalement des conseils à leurs grands-parents pour mieux utiliser les moyens modernes de diffuser leurs photos. Et il n'y a toujours pas d'appareil photo français? Non. Pourquoi? Il n'y en a pas. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Non, on sait photographier, c'est déjà pas mal. On sait photographier, il y a de grands photographes. Et Paris est quand même la capitale de la photo. C'est de Paris. Avec New York. Oui, mais enfin, c'est quand même, il y a le mois de la photo à Paris en ce moment, c'est une chose qui a été imitée. Aujourd'hui, Paris est incontournable. Oui. Vous disiez, vous parliez des grands photographes dont vous reprenez les photos dans votre journal, dans Polka Magazine. Les nouveaux photographes, les jeunes, ceux qui arrivent sur le marché, qui ne sont pas encore des professionnels confirmés, qu'est-ce qu'ils amènent en plus? Est-ce qu'ils ont un autre regard? Quelles sont les différences par rapport à leurs prédécesseurs? Question intéressante. Je dirais que déjà, c'est plus dur pour eux aujourd'hui. Il y a des difficultés, mais comme dans tous les métiers. Mais voilà, pour trouver sa place dans la photographie, vraiment il faut se battre. Les budgets sont moins importants, les publications sont plus aussi nombreuses, et donc les jeunes photographes ont beaucoup de mal. Et Polka justement cherche peut-être à donner un coup de main à la photo en général et aux jeunes. Donc vous trouvez des jeunes talents dans le magazine. Il n'y a pas uniquement les grands maîtres ou les grands noms.
Et ces jeunes photographes, ils apportent leur nouveau talent, l'inspiration. Qu'est-ce qu'on peut inventer Si oui, je me permets de dire un mot, il y a une révolution une autre révolution qui est en train d'arriver. Il y a, je vais surtout pas citer de marque parce que tous les exposants du salon sont mes amis, mais aujourd'hui vous trouvez des appareils qui font vidéo et photo. Oui, bien sûr. Mais on avait jusqu'à présent des caméscopes qui pouvaient faire des photos. Mais maintenant, on a des appareils photo avec 25 millions de pixels et qui font en même temps vidéo. Alors, imaginez un photoreporter maintenant, eh bien, il va pouvoir faire de la vidéo. Ouais, il filme et puis il fait image par image et il peut faire des belles photos. Il peut pendant le même temps arrêter les images. C'est très surprenant. Il y a des choses totalement nouvelles qui sont en train de se profiler à l'horizon. Donc eux ont la chance, c'est de maîtriser très vite toutes les nouvelles technologies et donc voilà, d'apporter tout de suite de la nouveauté. Et ils vont plus vite, j'imagine aussi. Oui, ils vont plus vite. Mais ils sont très respectueux, je pense. Oui. Il y a une chose que fait Polka, après tout je peux parler de Polka aussi, hein, c'est que Polka essaye dans le choix de ses photos d'apporter parce qu'on peut faire des photos de reporters pour tout photographier. Mais ce que fait Polka et qui me semble extrêmement intéressant et qui est la source peut-être également d'une évolution du marché de la photo, c'est que Polka va essayer de montrer comment certaines photos sont en elles-mêmes aussi un peu des œuvres d'art. Par le sujet, par le cadrage, etc. D'un seul coup, il y a comme ou un tableau ou une photo de création qui apparaît. Et pas simplement le témoin d'un moment saisi dans un exemple juste, hein, c'est Ethan Levitas, justement. Voilà, c'est vous les montrer. L'exemple qu'il fallait montrer, c'était ça. C'est les geishas. Le voilà. C'est un Américain qui était au festival d'Arles cet été, qu'on a rencontré, et c'est un vrai artiste. C'est-à-dire qu'avant d'être publié, il est d'abord exposé dans les musées, chez des grands collectionneurs. Merci beaucoup, messieurs. C'est jusqu'à lundi, hein, lundi soir. Lundi soir. Très bien, le salon. Merci Polka, beaucoup. Et Polka, au salon de la photo. Il sera au salon de la photo aussi. Merci beaucoup à tous les deux. On va parler de science maintenant et des prix Nobel avec Dominique Leglu. Et dans quelques minutes, nous reviendrons sur ces sabotages sur les rails et ces actions violentes des derniers avatars du réveil de groupuscules de l'ultra-gauche. Mais tout de suite, Pierre Sled vous l'a dit, il accueille notre chroniqueuse scientifique, Dominique Leglu. Les prix Nobel et leur influence, certains d'entre eux étaient aujourd'hui à Paris. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors vous les avez vus, ces prix Nobel, Françoise Barré-Sinoussi, Claude Cohen-Tannoudji, Gao Xingjiang. Et c'est vrai que c'était l'occasion aussi de se demander à quoi servent ces prix Nobel finalement. Est-ce qu'ils ont toujours la même aura? Est-ce que cette aura monte toujours? Ah bah écoutez, c'est ça qui est surprenant, c'est que ça monte de plus en plus. On aurait pu se dire, vous savez qu'il a été décerné pour la première fois en 1901, ça fait 107 ans. Alors au bout de 107 ans, on se dit, oh, ben, c'est très vieux. Mais c'est très vieux, mais ça n'a jamais aussi bien marché d'une certaine façon. Et en fait, ce sur quoi ils ont insisté, c'est sur le fait que c'est le symbole même de l'effort intellectuel. Et il faut croire que en ces temps où on apprécie l'éphémère, eh bien là, l'effort, ça a encore du poids. Oui. Et qu'est-ce que ça change pour les prix Nobel, le fait de faire concrètement? Alors là c'est vraiment très drôle de les entendre, parce que brusquement ils s'arrachent les cheveux et ils vous disent ah ben on s'appartient plus, il faut travailler, c'est une bataille, a dit Gao Xingjiang, c'est une bataille pour retrouver son emploi du temps et pour continuer à travailler. Alors Françoise Barré-Sinoussi, qui a donc eu le prix Nobel début octobre et qui va le recevoir comme les autres le 10 décembre à Stockholm, c'est la grande réunion, la grande fête très très marquante. Hein. Tous ceux qui y sont passés ont été... Claude Cohen-Tannoudji en 97 le redisait. Vous savez, c'est fastueux. Hein. Vous avez un dîner extraordinaire. Et peut-être même plus pour les scientifiques, pour les chercheurs, parce que c'est vrai que c'est l'aboutissement d'une vie. Absolument. Oh, ça a été redit. Et quand ils ont été décernés, on le disait, il faut être patient. Hein. Cette année, le plus âgé avait quand même 87 ans. Mais oui, effectivement, c'est l'aboutissement d'une vie. C'est beaucoup de travail avant. Et ce qu'ils savent, et c'est peut-être aussi une autre réponse à votre question, ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont vraiment été choisis. Et ce qui fait que le prix... Parmi d'autres qui valaient peut-être aussi ce prix. Par exemple, en biologie, médecine, il y a environ un réservoir, c'est pas très joli comme mot, de 500 personnalités que les comités
dont les comités examinent les travaux extrêmement précisément, avec un secret remarquable, au passage, les archives de ces discussions, de ces travaux, sont fermées pendant 50 ans, ce qui permet à tous ceux qui veulent s'exprimer de dire vraiment ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs, les anciens prix Nobel, qui, on peut s'en douter, ne se privent pas de donner des recommandations à ces comités. Donc, ils savent qu'ils ont été vraiment choisis. Alors, ce qu'il y a aussi, et c'est assez émouvant, c'est de se rendre compte, une fois que ça a été décerné, de cette aura qui, brusquement, les auréole. Alors, Françoise Barré-Sinoussi, comme vous le savez, était difficile à trouver le jour où ça a été remis, parce qu'elle était au Cambodge. C'est une femme de terrain, c'est une femme... Elle continue. Oui, et elle a vu que le ministre de la Santé du Cambodge, et elle nous l'a dit aujourd'hui, au Palais de la Découverte, le jour d'avant et le jour d'après, il se comportait pas exactement pareil, et il lui a dit de revenir. Alors, il y a quand même un paradoxe avec les prix Nobel, c'est que ça vient d'Alfred Nobel, qui au départ est un fabricant de dynamite, d'explosifs. Donc, c'est quand même paradoxal de voir qu'il a engendré le prix Nobel de la paix. Alors effectivement, je tiens à rappeler qu'il y a cette exposition au Palais de la Découverte qui va durer jusqu'au 11 janvier, qui arrive de Dubaï et qui va circuler dans le monde encore jusqu'en 2010. Et c'est très bien expliqué, et je lis mes notes. Dans un petit film qui est projeté, on rappelle qu'il disait, Nobel, « Mes usines pourraient bien contribuer à mettre un terme aux guerres plus rapidement que les congrès pacifistes, car lorsque deux armées de force égales auront le pouvoir de s'anéantir en une seconde, toutes les nations civilisées feront retraite et aboliront leurs armées. » Ça fait penser à de la dissuasion. Ça s'appelle la dissuasion, exactement. Il faut dire qu'il avait une très bonne amie, donc il a été certainement épris, Beta Kinski, qui s'est après appelée Bertha von Suttner, et qui était pacifiste. Alors bon, ça l'a peut-être... Ça l'a un petit peu motivé. Ça l'a peut-être aidé. Je voulais signaler qu'il y a un petit document, Alfred Nobel, émis par l'Institut suédois, et qui justement explique sa vie. Et bon, c'est intéressant parce qu'on a une vision généralement un petit peu caricaturale, au passage, très parisianophile. Ouais. Il a habité 20 ans à Paris. Il y a peu de gens qui le savent. Actuellement, son hôtel particulier, qui a été rebâti, c'est le restaurant Ducasse. Ah, très bien. Très bien, une autre adresse. Merci beaucoup, Dominique. On va parler maintenant de l'ultra-gauche qui revient dans l'actualité avec les sabotages sur la SNCF. Et à suivre la réforme des conditions de l'internement psychiatrique suite au drame de Grenoble. Et tout de suite, ce réveil de l'ultra-gauche dévoilé après ces cas de sabotage à la SNCF, des mouvances oubliées qui refont brutalement reparler d'elle. C'est un grand flic, il a traqué Action Directe. Jean-Pierre Pochon est l'invité de Bouge la France aux côtés de Serge Cosseron. Il est l'auteur d'un dictionnaire de l'extrême gauche. Bonsoir messieurs. Bonsoir. C'est vrai qu'on parle de l'extrême gauche, de l'ultra gauche. On ferait peut-être bien de faire la nuance et de voir comment l'extrême gauche ou une partie de l'extrême gauche peut être devenue ultra gauche, parce que finalement le concept d'ultra gauche c'est une appellation qui est relativement récente. Non, détrompez-vous, c'est une appellation assez ancienne, puisqu'elle date des années 20, années 30. Alors elle était en sommeil à un moment donné. Oui, en sommeil. C'était des groupes très minoritaires dans les années 70. Mais ça fait partie, c'est une des familles de l'extrême gauche qui s'était développée sur les idées soit anarchistes, soit communistes dites de gauche. Hein, c'est des mouvements qui étaient dans les années 20 et qui étaient anti-bolcheviques. Et puis également matinés d'un peu de situationnisme. Donc ce sont des petits groupes de réflexion dans les années 70 qui faisaient des revues et qui agissaient de façon assez ponctuelle. Et à travers les années, c'est toujours le même profil de personnages qui ont nourri ces groupuscules? Non, parce que à partir des années 70, vu après les années 68-69, où il y a eu quand même un apport important de militants, eh bien il y a eu beaucoup de groupes qui se sont créés, d'extrême gauche, et puis qui ont travaillé avec l'apparition des autonomes. Donc autonomes, ultra-gauche, tout ça c'était assez proche. Et puis, disons que jusqu'aux années 80, ça a fonctionné. Et puis après, bon, comme l'ensemble de l'extrême gauche a connu un recul important. Et ensuite, c'est revenu à l'ordre du jour à partir des années 95-2000 pour se développer aux marges du mouvement altermondialiste
Et puis maintenant, effectivement, depuis le CPE, on a vu des ultra-gauches occuper l'école pratique des sciences sociales, boulevard Raspail, qui ont attaqué un peu des cortèges, des manifestations et tout ça. Bon, ben, ça s'est développé. Et là, on se trouve devant une partie de l'ultra-gauche. Alors, on va revenir sur ceux qui sont en ce moment en train de sévir sur la SNCF. Jean-Pierre Pochon, alors, on a vu le dictionnaire d'extrême gauche qu'on a déjà montré plusieurs fois de Serge Cosseron. Vous avez écrit les stores rouges qui racontent cette infiltration, parce que évidemment c'est nécessaire lorsqu'on veut démanteler ces groupuscules. C'est un travail qui se base sur combien de temps? Écoutez, c'est un travail, c'est la base du travail des services de renseignement. Et quand vous voulez connaître une structure et quand vous voulez connaître un mouvement et quand vous voulez le combattre, le mieux c'est de l'approcher. Et pour l'approcher au plus près, eh bien sûr, il est absolument indispensable, quand cela est possible, de pénétrer en son cœur et donc de recruter des gens qui sont soit à la périphérie, soit à l'intérieur du dispositif, pour apprendre à connaître comment on fonctionne. Et je dirais, c'est l'essence du métier des services de renseignement et le travail des services de sécurité et de renseignement. Comment vous étiez pris pour Action Directe? Comment ça s'était passé, cette infiltration? C'est une très longue histoire. Oui, très simplement, le principe est simple. C'est qu'on a eu une information initiale sur un attentat qui a été l'acte fondateur d'Action Directe, l'attentat contre le MEDEF de l'époque, qui était le CNPF, le 1er mai 1979. On a eu une information sur un individu, et à partir de cette information, on a commencé à mener tout un travail de police et de renseignement, c'est-à-dire surveillance, filature, mise en place des écoutes téléphoniques, et puis des opérations un peu plus particulières, qui sont des opérations d'approche, de profilage et de retournement d'individus, pour les amener à effectuer avec nous un bout de chemin, pour nous éclairer sur les conditions dans lesquelles les clandestins travaillent. Et parmi ces hommes... En l'occurrence, ils étaient combien? En l'occurrence, c'était un groupe assez restreint par rapport à ce qu'on a connu dans les années de plomb, par exemple en Italie ou en Allemagne. Avec les Brigades Rouges et la bande à Bader. Le noyau dur, peut-être, d'Action Directe, c'était globalement une centaine d'individus. Je parle du noyau dur. Après, bon, il y a toute la périphérie, il y a toute la mouvance. Mais on a effectué, par exemple, en mars 80, une première série d'arrestations d'une trentaine de personnes. Les leaders ont été arrêtés en septembre 80 une première fois, et puis après, l'ensemble du groupe, les plus durs, ont été arrêtés en 87. On a parlé des connexions européennes, il y a eu les Brigades Rouges, la bande à Bader, Action Directe en France. Est-ce que ça c'est un révélateur de ces groupes-là? Est-ce que forcément il y a des relations avec les autres pays? De toute façon, c'est le propre de tous les groupes politiques de l'extrême gauche, c'est d'avoir des ramifications ou des contacts, d'abord des contacts avec ce qui se passe dans les autres pays. C'est une permanence, il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Comment vous expliquez, bon, là on parle des années 70-80, avec tous ces groupes-là, et puis il y a eu, on va dire un sommeil un petit peu de ces groupes pendant quelques années. Pourquoi ça ressort maintenant? Pourquoi on va maintenant détailler effectivement ce qui se passe là avec la SNCF, mais pourquoi d'un seul coup ça revient? D'un seul coup ça revient parce qu'il y a une aggravation de la crise sociale. Et le développement du mouvement de masse, comme sur le CPE, comme il y a des actions qui sont autour des étrangers qui sont expulsés. Donc il y a plein de petits faits, de lieux de conflictualité qui se sont multipliés, qui sont relativement de plus en plus, qui mobilisent de plus en plus de personnes. Donc à ces manifestations, aux marges, il y a toujours des personnes qui se disent bon, ça va pas assez loin, et il faut qu'on propose d'autres modalités d'action. Et est-ce que la personnalité de Nicolas Sarkozy est un catalyseur? C'est la question qu'on me pose depuis 2 jours. Sans doute, parce que c'est pas tellement sa personnalité, c'est sa politique. Oui. Je pense que là aussi, il faut peut-être, si vous me permettez, un peu garder les comparaisons, effectivement. Les services de renseignement, de sécurité notent depuis les années 2005, 2006, 2007 une apparition de ce qu'on appelle dans le métier des groupes à risque, c'est-à-dire ce qu'on a catalogué d'ultra-gauche ou d'autonome. C'est une facilité de langage, c'est un langage qui n'est peut-être pas le plus exact, mais qui situe les individus les plus radicaux, les plus violents. Mais
Si on prend par exemple, si on fait un petit recul en arrière pour la naissance d'Action Directe, la progression d'Action Directe, les gens d'Action Directe à l'époque étaient dans un contexte qui était un contexte, rappelons-le, de guerre froide, où le communisme était encore existé, et on a transposé la lutte qui était celle des gens des garrides à l'époque, enfin des révolutionnaires de l'époque dans le Sud-Ouest, contre le franquisme sur le giscardisme. Donc, si vous voulez, c'est vrai que parmi les éléments qui ont été, vous l'avez souligné, qui permettent un peu de radicaliser une petite frange du noyau dur, l'élection du président de la République a provoqué, pour certains, pour une minorité, une véritable aversion. C'est une réalité. C'est un élément parmi d'autres. Mais, encore une fois, pourquoi maintenant parce qu'effectivement, il y a des conditions que vous avez décrites, il y a des problèmes de crise. Et pourquoi maintenant? Pourquoi la SNCF en l'occurrence? Parce que on parlait évidemment des actions directes et de tous ces groupes qui étaient très violents. Là, on n'en est pas là, grâce à Dieu. C'est pas de ces niveaux-là. Ça s'apparente plus à de la désobéissance civile plutôt qu'à de véritables attentats. C'est-à-dire que là, comme vous l'avez signalé, les conditions sont tout à fait différentes. Celles qui ont présidé au développement d'Action Directe, celles qui président à l'apparition d'un groupe dont on ne sait pas grand-chose. Si la version policière s'avère exacte, à travers les informations qui filtrent, selon laquelle les personnes arrêtées auraient en rapport avec le texte qui a été publié, l'insurrection qui suit aux éditions de la Fabrique. On s'aperçoit que là, on se trouve devant une culture politique qui est totalement différente du terrorisme ancien. Premièrement, le fait d'être anonyme, de ne pas revendiquer, veut dire qu'en fait, on s'inscrit dans une, entre guillemets, insurrection qui pourrait s'emparer de la société, mais on ne veut pas être les dirigeants. Et c'est pas un acte politique si c'est pas revendiqué. Parce que leur problème, ce n'est pas d'être une avant-garde, alors que l'Action Directe voulait être l'avant-garde et signait ces actions. Eux, ils ne veulent pas le signer. Mais ça, c'est le propre, vous le savez bien, c'est le propre des mouvements autonomes. Ce sont des groupes qui, comme leur nom indique, développent une action violente politique contre l'État de manière autonome, sans se réclamer d'un leadership quelconque, espérant que ce mouvement va créer une espèce de jurisprudence dans d'autres secteurs et qui va entraîner évidemment la déstructuration de l'État. Mais là, on est une organisation terroriste. Non, alors là, si vous voulez, moi je ne dis pas que c'est une organisation terroriste. Ce que je me permets de dire, c'est que malgré tout, il y a une évolution. Il y a une évolution parce qu'on est parti d'actions qui ont été faites sur le tout répressif, sur la police, sur les centres de rétention administrative, sur les centres de détention de la jeunesse, sur les violences dans les manifestations, tout ça constituant, je pense en termes un peu plus sociologue, moins flic que le mien, à une espèce de matrice dans laquelle va émerger un noyau dur. Mais là, on est passé, avec ces faits sur la SNCF, on est passé à une autre échelle. Alors, moi, je ne dis pas que c'est un groupe terroriste. Je dis simplement, et les gens qui travaillent dans les services ne disent pas qu'il s'agit d'un groupe terroriste. Ils disent, il y a une évolution depuis plusieurs mois. C'est un cran au-dessus, quoi. On monte un cran. Et rappelez-vous, si on fait un recul en arrière, enfin, l'histoire ne se répète pas, mais dans les années 77-78, avant que le groupe terroriste Action Directe apparaisse dans sa première manifestation, il y a eu, notamment dans le Sud-Ouest, 35 attentats qui visaient des pylônes EDF, qui visaient des agences d'ANP, ainsi de suite. Donc, si vous voulez... La centrale nucléaire de Golfech. Tout à fait. Et le catalyseur, c'était, à l'époque, Crest-Malville. Pour revenir à ceux qui ont été arrêtés, enfin, qui sont suspectés, ils ont l'air de provenir de familles relativement aisées. C'est toujours le cas, justement. C'est une mouvance qui est quand même un petit peu particulière. Elle n'est pas vraiment prolétarienne, parce que je veux dire. Ah non, mais elle est nourrie par le mouvement étudiant. Mais en ce moment, vous savez très bien que maintenant, la condition sociale des étudiants est relativement précaire. Alors évidemment, il y a Julien Couba qui semble provenir d'une famille non pas très bourgeoise, mais aisée. Relativement aisée. Relativement aisée. Mais c'est vrai que majoritairement, souvent, ce sont des étudiants, puisque vu leur jeune âge, une vingtaine d'années pour certains, et puis pour d'autres, déjà des gens qui ont déjà fait un certain cursus universitaire. Excusez-moi, mais c'est assez intéressant peut-être de noter qu'il y a une espèce de retour aux sources, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'idéologie affirmée, parce qu'il n'y a pas, vous l'avez noté,
avec pertinence qu'il n'y a pas eu de revendication, du moins au stade où ils en étaient. Hein, au stade où ils en étaient. Mais c'est intéressant effectivement d'étudier les profils. Et je pense que là, l'enquête qui est en cours par les services de la DCRI, avec les auditions, avec les documents qu'ils ont trouvés, permettra d'apporter un éclairage, non seulement sur les intentions, les réalités. Oui, parce qu'on se demande quand même toujours pourquoi la SNCF, voilà. pourquoi non, ce mais genre de... la SNCF, c'est relativement simple. l'explication, enfin moi, l'explication que j'ai, enfin encore une fois, ça c'est les enquêteurs qui pourront apporter la vérité en fonction de, encore une fois, de l'enquête qui est menée. Mais c'est vrai que les transports, c'est un vecteur extrêmement fort en termes d'impact médiatique. Et aussi en termes de déstabilisation des structures de l'État. Je ne vais pas faire de parallèle avec la mouvance islamiste radicale, parce qu'il n'y a pas de comparaison, mais n'empêche que si vous prenez ce type de terrorisme, il vise les transports, parce que c'est quelque chose extrêmement médiatique, et on touche. Alors, que voulait-il faire? Ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. Un acte médiatique avant tout, visiblement. Oui, et puis en plus, ça veut dire qu'on s'attaque au système. Et voilà. Quelle est l'expression même du système aujourd'hui? C'est pas l'usine, hein, où on pourrait faire des grèves thromboses, qui étaient des grèves paralysantes. Non, on peut paralyser le système à travers son système de transport. L'ultra-gauche, c'est... Enfin, ce qu'on s'imagine de l'ultra-gauche en France, ça représente combien de personnes aujourd'hui? Écoutez, bon, je suis plus dans le business, si je puis dire, mais je pense que sur la région parisienne, d'après les fourchettes des différentes indications, c'est environ 200 à 300 personnes qu'on retrouve, que les services retrouvent régulièrement selon des degrés divers dans les différentes manifestations qui sont violentes. Donc moi, je voudrais quand même insister, si vous me permettez, sur un point dans ce travail, parce que je mets l'accent sur un petit peu le travail qui a été fait, parce qu'il y a eu un travail de prévention qui a été très bien fait. Et ce travail, il s'est fait à un double niveau. Il s'est fait à un niveau de proximité, et là, c'est les anciennes structures des renseignements généraux qui ont été absorbées par l'ensemble des CRI, qui ont suivi, je dirais... Vous voulez dire sur les bonnes vieilles méthodes qui ont marché? Oui, mais vous savez, en la matière, le renseignement de proximité, que ce soit au niveau local ou international, c'est vraiment l'ABC du métier. C'est là qu'on permet d'identifier. Et le deuxième point, qui a été mis en évidence aussi à travers la presse, enfin, à ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu une coopération internationale aussi. Et ça, c'est l'aspect DST. Parce que des individus ont été identifiés et repérés à New York, à l'occasion d'une manifestation anarchiste. Donc, si vous voulez, tout ça est mis en place. Et je crois qu'il est extrêmement important de pouvoir arrêter et freiner quelque chose qui peut devenir, comme ça arrive très souvent, une dérive. D'accord. Serge Cosseron, c'est probablement un coup d'arrêt justement à l'ultra-gauche, là, ce qui a été fait, l'action qui a été faite, ou c'est un épiphénomène? C'est impossible. Oui, c'est difficile à dire. Non, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est par exemple que ce soit appelé le comité invisible, c'est qu'il revendique l'anonymat. Ce qui fait que pour moi, c'est une autre phase, c'est autre chose que le terrorisme que l'on a déjà connu. Très bien, merci beaucoup. On va passer maintenant à un autre fait divers, un fou qui a poignardé un homme dans la rue. Va-t-on réformer les conditions de l'hospitalisation psychiatrique? Nicolas Sarkozy le souhaite après le drame de Grenoble qui a vu un étudiant poignardé par un malade mental échappé de son hôpital. Autour de Pierre Sled, et pour terminer ce Bouge la France, la psychiatre Roland Coutenceau. À ses côtés, notre chroniqueuse juridique, Sabine Cordès. Oui, bonsoir à tous les deux. Vous avez effectivement vu ce fait divers. L'auteur, donc âgé de 56 ans, qui a fugué de l'hôpital Saint-Égrève, qui est dans l'Isère, qui a pris un bus, qui est arrivé à Grenoble et qui a poignardé dans la rue quelqu'un qui passait, en l'occurrence un étudiant. L'auteur donc de cet assassinat était schizophrène. Il entendait des voix, parce que vous connaissez bien ce qu'est la schizophrénie. Ce que tous les Français se posent comme question, c'est pourquoi il n'était pas plus surveillé que ça, quoi. Comment il s'est retrouvé dans un jardin, dans un parc où il pouvait s'en aller comme il voulait? Alors bien sûr, je ne vais pas commenter ce cas-là, mais en gros, ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui était en hospitalisation d'office judiciaire. C'est-à-dire qu'au fond, il avait déjà été interpellé dans le passé, il avait été déclaré irresponsable, et donc
comme tous les irresponsables, il était en hôpital psychiatrique. Alors, pour que les gens comprennent bien, en gros, qu'est-ce qui se passe quand un patient a un achot judiciaire en hôpital psychiatrique? Il y a deux situations. L'une, il est en pavillon fermé. Alors là, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Il est fermé, il peut pas sortir, donc il circule dans le pavillon, mais il est très bien surveillé. Par contre, cette affaire est peut-être de 2006 ou je sais pas l'affaire. Non, il y a 89. Il a poignardé 3 personnes en 89, en 95 et en 2006. Donc on peut dire qu'on le découvrait, quoi. Voilà. Alors, un multirécidiviste. Voilà, il est certain qu'au bout d'un certain temps, deuxième mode d'utilisation de l'hospitalisation d'office, c'est que est-ce que c'est pensable d'enfermer un sujet dans une unité fermée? À vie, non. Donc, le sujet bénéficie de permission dans l'hôpital, souvent quand même accompagné par un infirmier. Mais là, apparemment... Et il a fugué, on parle de fugue. Donc ça veut dire qu'il est parti comme il voulait, quoi. Il est rentré chez lui. Je comprends que ça choque l'opinion publique, mais ce que je veux dire, c'est que l'hôpital... Un hôpital psychiatrique, c'est sécuritaire, mais ça n'a pas quand même, si vous voulez, la rigueur d'une prison. Donc, je veux dire, un patient un peu débrouillard peut glisser par un vasistas, profiter de quelque chose. Donc, il ne faut pas que les gens imaginent qu'un hôpital psychiatrique, c'est structuré comme une prison. Donc, c'est toujours un endroit dont on peut le regretter, mais c'est pas si difficile que ça de partir. Vous savez que ces grands criminels qui ont simulé la folie, qui sont fait hospitaliser dans l'hôpital psychiatrique, et puis qui sont fait label de l'hôpital psychiatrique. On a quelques histoires aussi comme ça. Donc, au fond, l'hospitalisation d'office, c'est une mesure sécuritaire, certes, mais n'oublions pas quand même que nos hôpitaux psychiatriques ne sont pas des prisons, sauf les unités pour malades difficiles, il y en a 4 ou 5 en France qui ont une sécurité plus musclée. Mais comme le risque donne des affaires judiciaires, ce qu'on voudrait savoir, je me retourne vers Sabine, c'est qui décide que justement une personne est dans le carré où il ne pourra pas sortir ou peut se balader et partir dans la rue comme ça vient de se produire. Est-ce que ce sont les spécialistes, les psychiatres, les experts ou est-ce que c'est le juge ? Alors, il faut savoir que quand il y a une décision de justice, avant la décision de justice, quand il y a une personne qui a un risque d'abolition ou d'altération du discernement, le patient, en tout cas le prévenu, ou l'accusé, est évidemment suivi. Il est vu par un expert, voire par un collège d'experts, et souvent il y a des contre-expertises pour dire et juger si au jour de l'examen et au jour des faits, il y a ou il n'y a pas une altération, une abolition du discernement, avec comme conséquence une absence de responsabilité pénale. Donc c'est extrêmement grave, c'est la raison pour laquelle les expertises sont extrêmement poussées. Le docteur Coutenceau le sait puisqu'il a affaire à ce type d'expertise tous les jours. Maintenant, une fois que les juges ont ces expertises qui sont généralement très fournies, et souvent les experts viennent s'expliquer à la barre de la cour d'assises pour expliquer leur rapport, c'est pas simplement du papier. Il y a une vraie discussion qui existe entre les présidents de cour d'assises, les jurés et les experts. Il faut savoir que à ce moment-là, il va y avoir une décision judiciaire qui va être prise de responsabilité ou d'absence de responsabilité de la personne qui est sur le point d'être jugée. La décision va être rendue et il peut y avoir des décisions qui sont une absence de condamnation, une absence de responsabilité ou encore un ajournement de la peine avec une obligation de soins. J'entends bien, mais je me mets à la place de la famille du jeune étudiant qui a été poignardé. Moi j'ai envie de savoir qui est fautif, quels sont les responsables de ça, d'avoir laissé sortir quelqu'un comme ça, d'avoir laissé disponible quelqu'un qui peut acheter un couteau dans la rue et venir poignarder qui il veut. Est-ce que les médecins, les experts, les psychiatres de cet hôpital peuvent être poursuivis? Est-ce qu'on peut se retourner contre eux, par exemple? Alors, je crois qu'il y a le choc émotionnel pour chacun de nous. Un malade mental qui est connu comme tel, qui poignarde dans la rue, quelqu'un dans la rue, c'est quand même, c'est choquant. Oui. En même temps, quelle est la réalité? Alors, s'il y a une faute de surveillance, par exemple, une faute de surveillance, ça peut être, par exemple, que... il y a forcément une faute de surveillance. Non, oui, mais d'accord, mais une forte objectivité de surveillance. Enfin, je veux dire, un hôpital psychiatrique n'a pas la même... comment dirais-je, la même contrainte qu'une prison. Il faut quand même que, administrativement, par exemple, quelqu'un qu'on met en pavillon fermé, si un psychiatre décide trop tôt de le mettre dans un pavillon plus libre, ça peut être une faute administrative. Si, par exemple, le patient devait être accompagné dans la cour et il n'a pas été accompagné, c'est une faute. Mais si quelqu'un fugue, alors moi je suis pas... Est-ce que l'hôpital est responsable? Est-ce que le psychiatre est responsable? La question qu'on va se poser, pardon, excusez-moi docteur, la question
question qu'on va devoir se poser, c'est est-ce qu'il y a une faute de l'administration de l'hôpital, à savoir est-ce qu'il y a une faute détachable de la fonction ou pas. Pour qu'il y ait une responsabilité, il va y avoir, d'abord, on va aller rechercher évidemment la responsabilité de l'administration hospitalière, c'est-à-dire de l'hôpital qui était censé surveiller, soigner, prodiguer des soins ça c'est à la cette première personne. faute Ça, c'est la éventuelle. première chose. Et ensuite, l'hôpital va d'abord rechercher s'il y a eu un dysfonctionnement au sein de son service et si au sein même du corps soignant et du corps surveillant et des infirmières, il y a eu ou il n'y a pas eu de faute détachable de la fonction. C'est-à-dire, par exemple, il se peut effectivement, comme vous l'avez dit tout à fait justement, que le patient doive être accompagné, qu'il n'ait pas été accompagné et qu'il y ait eu une absence de roulement, par exemple, ou ça peut arriver 15 minutes de battement. Fonctionnement. Moi, j'en viens à la personne qui a décidé, il y a forcément quelqu'un qui a décidé qu'il était là et pas là. C'est-à-dire qu'il était en semi-liberté, entre guillemets, à l'intérieur de l'hôpital et pas dans un carré fermé. Alors, cette personne-là, j'imagine que c'est un psychiatre, est-ce qu'on peut se retourner contre lui? Est-ce que la famille peut se retourner contre lui? Encore une fois, mais ça le docteur Coutenceau répondra certainement mieux que moi, encore une fois, si c'est une décision médicale qui a fait qu'on a autorisé la personne à pouvoir se promener seule dans un jardin de l'hôpital, par exemple, et qu'à la suite de cette promenade, il a fugué, là, effectivement, je pense qu'il y aura une enquête interne qui déterminera si oui ou non la décision médicale a été la bonne, qui a été prise en fonction du sujet. En revanche, il se peut très bien que ce soit une fugue du patient, parce qu'il y a des patients qui peuvent être subitement violents, et à ce moment-là, qu'il y a une carence de la surveillance. Maintenant, sur la responsabilité du médecin, il faudra prouver la faute, et c'est-à-dire la faute probante du médecin dans l'exercice de sa fonction et qu'il soit détachable. Sinon, c'est encore une fois l'hôpital. On peut mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que finalement un acte comme ça, ça a un aspect prévisible? Et puis, soyons très concrets, quelles seraient les mesures qui auraient pu l'empêcher? Alors, vous avez apparemment des éléments d'historicité. Alors évidemment, on se dit un malade schizophrène qui a quand même eu trois actes à son actif, qui a bénéficié d'irresponsabilité pénale. Bon, je veux dire, comme on dit, il a fait la preuve de sa dangerosité criminologique. Oui. Alors, c'est le portrait robot de quelqu'un qu'il faut enfermer, entre guillemets. Exactement. Alors la question est la suivante, c'est au fond, est-ce que on peut concevoir un enfermement à vie? C'est-à-dire que, est-ce que, au nom d'une dangerosité qui a été effective, les psychiatres... La dernière en 2006. Voilà, bien sûr. Non, mais je pense que c'est ça qui est extrêmement difficile, parce que, au fond, apparemment, j'ai entendu une interview, un collègue disait, il a bénéficié de courtes permissions, en congé d'essai, qui avait été demandé donc par son psychiatre traitant, mais accordé par le préfet, sans doute, après des expertises où les experts indiquaient qu'il était relativement stabilisé. Les experts sont toujours d'accord entre eux? Non, parce que il faut qu'on sache que dans ces matières d'hospitalisation judiciaire d'office, il faut, pour que le patient bénéficie d'un petit élargissement, un congé d'essai, une permission, a fortiori une sortie, qu'il y ait deux experts qui soient nommés séparément et qui tous les deux concluent au fait que ce patient est suffisamment stabilisé pour bénéficier de la permission. Et moi, je vais aller plus loin. Je pense qu'effectivement, si on veut, il y a deux discours faciles. L'un, c'est de dire, c'est la fatalité, bon, c'est immaîtrisable, bon. Et l'autre, c'est de dire, au fond, il faut maîtriser tous les risques. Comme toujours, la vérité est en dedans. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus, par exemple, vis-à-vis de ce sujet, qui est stabilisé, qui était sous neuroleptique, qui était traité, qui était encore à l'hôpital, c'est pas un patient qui est sorti. Donc, il aurait presque pas fallu le marquer à la culotte, comme avec un bracelet électronique, enfin, considérer qu'il était... Ce type de cas que vous connaissez, moi je m'en réfère à ce que dit la mère de Romain Dupuis, vous savez, le schizophrène qui avait à Pau, dans l'hôpital de Pau, tué 2 infirmières et décapité une. Elle dit après le double meurtre, ce qu'il a fait à ses victimes, c'est comme s'il avait fait tomber des verres de cristal pour lui. C'est-à-dire qu'on a des individus incontrôlables. Je pense que ça, les experts ont dû le matérialiser, ça. Oui, mais alors, regardez, vous connaissez ce débat pour les non-malades mentaux. Dire au fond, la plupart des experts, moi je suis un petit peu atypique, mais considèrent que prévoir la récidive n'est pas une donnée de la science psychiatrique. C'est-à-dire qu'au fond, on peut dire que quelqu'un a des éléments à risque, des feux clignotants, mais au mieux,
ce concept polémique donc de la dangerie criminologique, ça veut dire simplement que sa probabilité forte ou moyenne est faible. Mais c'est pas une prédiction. Et donc, quand bien même, d'abord les psychiatres sont mal à l'aise avec ce concept d'évaluer la dangerosité. Un psychiatre, c'est quelqu'un qui sait vous dire ce sujet est un malade mental. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire ce malade mental risque d'avoir des comportements violents. C'est-à-dire que le psychiatre est un être de constatation et de traitement, mais au fond, il peut pas anticiper sur ce qu'il est capable de faire. On considère qu'on n'est pas des professionnels de la prédiction. Je voulais qu'on parle du sujet du moment, justement, par rapport à ça. Faut-il juger ceux qu'on qualifie d'irresponsables parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à contrôler leurs actes? C'est le débat actuel. Est-ce que d'abord, au niveau de la loi, est-ce que l'aspect juridique, on peut matérialiser ça? Est-ce qu'on peut le faire? Alors vous savez que la loi du 25 février 2008 qui portait réforme justement d'un certain nombre de problèmes en matière pénale a été retoquée par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne les mesures de sûreté des problèmes qui présentaient des troubles, à savoir des altérations, des abolitions du discernement. Qu'est-ce qu'on voulait dire? On voulait dire ils vont être jugés responsables et on fait une forme de sûreté et ils auront des peines d'enfermement qui seront des peines médicalisées mais toujours qui s'assimileront à des peines d'enfermement. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel, donc aujourd'hui on n'a toujours pas tranché ce problème de la responsabilité pénale des personnes atteintes d'abolition ou d'altération du discernement au moment de l'acte. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont altérés au moment de l'acte et qui ne le sont plus du tout après. Oui, peut-être. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Non, mais ça arrive. Je veux dire, le docteur juste parce qu'on va terminer. La question peut-être qui se pose, Pierre, c'est le suivi après les condamnations. Parce alors, que là, c'est la question aussi, c'est de savoir s'il faut les juger. Ils sont irresponsables, ok. Les experts l'ont constaté. Mais est-ce qu'il faut que le procès ait lieu pour les familles? Parce que c'est vrai qu'une famille dont un fils ou une fille a été tué, décapité, etc., et qui ont dit, voilà, on va le mettre dans un asile parce qu'il est irresponsable. Donc il n'y a pas d'assassin, il n'y a rien. Personne n'est responsable. Alors, un élément de réalité, puis deux propositions. Un élément de réalité, c'est qu'aujourd'hui, les parties civiles, ou n'importe quelle partie, peut demander qu'un sujet irresponsable soit dans une audience spéciale, où il va être physiquement présent s'il est apte à comparaître, mais s'il est faux allié au moment du procès, ça serait une pitrerie. Donc il faut qu'il soit apte à comparaître. Et donc, s'il est apte à comparaître, il y a cette audience spéciale qui, certes, va conclure ou pas l'irresponsabilité, et effectivement, les psychiatres vont venir pour expliquer aux familles au nom de quoi... Ce qui leur permettrait de faire leur deuil, en particulier. Voilà, exactement, la psychiatrie a considéré que la personne est irresponsable. Mais deux propositions concrètes. L'une, c'est que quand un sujet comme ça sort de l'hôpital, il y a une obligation de suivi psychiatrique. Elle n'existe pas pour l'instant. Et puis, il y a une deuxième piste qui est extrêmement intéressante pour ces sujets dangereux, et ça peut être celui-ci. C'est qu'au fond, il y a autour du préfet un collectif avec des soignants, des juges, des forces de l'ordre, et par exemple, moi je ne suis pas pour l'hospitalisation à vie, mais est-ce que cet homme particulièrement quand même dangereux vu de son passé, est-ce que ce n'aurait pas été bien que, même si on lui accorde une permission, au fond, le préfet puisse avoir j'ai des policiers qui veillent au grain. On a vu qu'il a acheté un couteau avant de recommencer. Donc, voilà une piste. Je vous écoute, parce que ça va être la fin de l'émission, et une dépêche tombe concernant le chef d'Al-Qaïda, Osama Ben Laden, qui, selon le directeur de la CIA, Michael Hayden, a été très isolé et contraint à se consacrer énormément d'énergie à sa propre survie. Voilà, c'est une dépêche urgente qui vient de tomber à l'instant. Merci beaucoup. On va accueillir très rapidement Saveria pour les unes des journaux. Et le congrès de Reims qui passionne vos quotidiens et journaux. Dernières analyses sur ces ultimes tractations entre les ténors socialistes. La revue de presse tout de suite de Saveria Roger. Crise et parti socialiste au menu de vos quotidiens demain. L'humanité se demande si un sacre royal est possible, même si la crise et le vote des militants penchent en faveur d'une orientation plus marquée à gauche. Le mal de Reims pour Libération. Le congrès s'ouvre demain dans la plus grande confusion et on ne sait toujours pas qui prendra la succession de François Hollande. Autre grand titre de l'actualité, la crise et le sommet du G20 à la une de la Croix. Ce week-end à Washington, 20 chefs d'État et de gouvernement vont tenter de trouver une réponse commune à la récession. Et puis, conséquence de la très mauvaise conjoncture, à la une de la Tribune, le marché de l'art qui craque
à son tour. Merci beaucoup, ça a été rapide, mais il a fallu qu'on fasse vite parce que l'émission était terminée. On salue Dominique Fass qui réalisait cette émission, Pierre-Henri Gergogne et Simon Barbary, Jean-Baptiste Daoulas, Anaïs Jaunet qui ont tout préparé. Marie-France Beaufils, sénatrice d'Indre-et-Loire, c'est son portrait que vous allez suivre maintenant. On se donne rendez-vous lundi, au revoir. Salut, ça fait rien.